Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Demain à la Une. J'ai le plaisir d'accueillir donc pour cette deuxième partie où nous allons tout d'abord parler de l'Iran avec Tawfir Ben Aïchouch, grand reporter de RFI. Bonjour Tawfir. Bonjour. C'est la première fois qu'on vous reçoit. Merci d'être là. C'est une première, effectivement. Merci. Et en face de vous, un habitué, Wassim Al-Ahmar, qui est chroniqueur spécialisé en politique internationale à France 24. Bonjour Wassim. Merci d'être avec nous. Nous allons donc commencer tout d'abord effectivement par le sujet iranien. Donc la République islamique d'Iran, comme je le disais en titre, en première partie, fêtera donc la semaine prochaine le 37e anniversaire de cette révolution islamique. Le 11 février de 1979 marque en effet le retour à Téhéran de l'ayatollah Khomeini. Jusque-là en exil, cet opposant devient donc le guide suprême de la nouvelle République islamique d'Iran. Aujourd'hui, Tawfir, on peut dire que c'est l'héritage de Khomeini qu'en fait avec toute cette révolution. Mais qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, 37 ans après son début et 27 ans après la mort de Khomeini lui-même? Vous voulez dire de l'héritage de Khomeini? Absolument. Il reste beaucoup de choses, c'est considérable. D'abord, il a institué un pouvoir politique qui est qu'on peut difficilement remettre en cause, enfin que les Iraniens peuvent difficilement réformer. Il a institué un pouvoir religieux d'abord, c'était pas le cas avec le Shah, son prédécesseur donc. Il a institué une institution, si vous voulez, qui s'appelle Wiyat al-Fiqh, qui, en très clair, le guide du pays, eh bien, jouit d'une infaillibilité comme le pape. Le pape est infaillible au Vatican. Une sorte de clergé. Oui, absolument. Et vous avez raison d'employer ce terme parce que tout le pouvoir religieux est vraiment institutionnalisé et comment dire, est ordonné comme un vrai pouvoir avec des échelons intermédiaires, des pouvoirs supérieurs, enfin un conseil supérieur qui décide, par exemple, de qui peut être candidat lorsqu'il y a des élections. Ça a été le cas. Vous savez qu'il y a des élections législatives qui vont se tenir en février. Là aussi, ce conseil se réserve le droit de choisir qui peut prétendre à un poste de député. Et déjà, ça commence mal pour les réformateurs, puisque 88% des candidats réformateurs ont été repoussés par ce comité. Non, l'héritage de Khomeini est toujours vivant et très difficile à remettre en cause. Alors, l'Iran est en train de normaliser, entre guillemets, ses relations avec l'Occident. Son programme nucléaire, ça a été un peu le point du désaccord entre Téhéran et les principales capitales occidentales. On va revenir un petit peu en arrière. 1957, le Shah d'Iran qui signe un accord de coopération civile avec les États-Unis sur l'utilisation pacifique de l'atome dans le cadre du programme Atome pour la paix. Là commencent des recherches en 1959 grâce à un réacteur donné d'ailleurs par les États-Unis. Mais on a un accord qui s'appelle Eurodif qui arrive en 1974 qui lui concerne l'enrichissement de l'uranium et j'ai l'impression que c'est à partir de là que les problèmes commencent. Qu'est-ce que c'est que cet accord? En quelque sorte, oui. Eurodif, c'est une société française qui a la charge, si vous voulez, de récolter de l'uranium et puis de l'enrichir. Alors, pour monter cette boîte en 1974, pour monter cette entreprise, il fallait des capitaux. Et là, le Shah d'Iran prête, investit, si vous voulez, dans cette société française, $1 milliard. En échange, eh bien, la France garantit que l'Iran pourra récupérer 10% de l'uranium enrichi par cet organisme, par Eurodif, et donc s'en servir pour le bien de l'Iran, pour faire des centrales nucléaires civiles à l'époque, bien sûr. Simplement, ce qui se passe, c'est que les Français remettent en cause cet accord. Les choses se compliquent entre Paris et Téhéran, et Paris décide de ne pas honorer cet accord. Alors, si vous voulez, ça va se résoudre de manière assez violente, mais en même temps de manière très discrète. Je m'explique. Les mauvaises langues disent que les Iraniens, par l'entremise du Hezbollah au Liban, prennent en otage des ressortissants français. Et à ce moment-là, la France demande aux Iraniens de libérer ses otages et l'Iran aurait dit oui à une seule condition, c'est que nous réglons ce problème d'Eurodif. C'est-à-dire où vous nous remboursez le $1 milliard que l'Iran a investi dans cette société, ou vous nous permettez de récupérer 10% de l'uranium enrichi pour que nous puissions le traiter. Finalement, on va aller très vite, mais l'idée centrale, c'est ça, c'est qu'il y a un accord qui est conclu avec Jacques Chirac, qui était à l'époque Premier ministre. Parce que c'était, juste pour rappel, c'était François Mitterrand qui avait refusé à ce moment-là d'honorer... Si vous voulez, Jacques Chirac arrive à arracher un accord sur ce principe, libérer les otages français, et on réglera le problème d'Eurodif. Donc, il y a un deal qui est fait, si vous voulez, mais François Mitterrand, qui est président de la République socialiste, refuse de s'en tenir à ce deal.
civile. Donc il va y avoir une crise énorme, très dangereuse pour toute la région, et puis très sanglante aussi, jusqu'à ce que finalement les otages sont libérés. Et curieusement, dès la libération des otages, eh bien, la France restitue le milliard de dollars que l'Iran avait investi dans cette société. Alors, avant de terminer, juste 79, pour revenir à la révolution iranienne, Khomeini revient donc en Iran. Mais juste un mot sur le soutien de la France à Khomeini, puisque aujourd'hui, clairement, il y a eu un souci avec ce pouvoir, avec ce clergé chiite, etc. Khomeini a quand même passé 112 jours en France. Oui. Et c'est d'ici qu'il est parti dans un avion Air France, d'ailleurs, un avion de la République française, puisque c'était public. Vous savez, quand le président iranien est venu à Paris, il a donné une conférence, si vous voulez, à l'IFRI, à l'Institut français des recherches. Et c'était savoureux parce que sur les premiers sièges qui étaient au pied de sa tribune, donc il prononçait un discours, il y avait Valéry Giscard d'Estaing. Et il y avait le patron des services secrets à l'époque qui a dealé la libération des otages détenus par l'Iran. Alors Valéry Giscard d'Estaing, pourquoi? Parce que c'est lui qui a accueilli Khomeini à Neauphle-le-Château. Pour la petite histoire, il y a toujours une rue Neauphle-le-Château à Téhéran. À Téhéran, oui, absolument. Bien sûr, donc intitulé en français et non pas en arabe. Donc les relations, voilà ce qu'elles étaient au début. Ensuite, si vous voulez, la France a eu une position ambivalente vis-à-vis de l'Iran. Absolument. Lorsqu'a éclaté la guerre du Golfe, qui a été monstrueuse, entre l'Irak et l'Iran, eh bien, la France fournissait des avions à l'Irak, à Saddam Hussein. Elle fournissait même des missiles Exocet, qui étaient c'était le dernier cri des missiles à l'époque, à Saddam Hussein pour pouvoir combattre l'Iran. Donc ça n'a pas toujours été très facile. Est-ce que je peux vous demander en 30 secondes, puisqu'on termine cette partie-là, juste en 30 secondes, l'Iran aujourd'hui, entre Téhéran, Paris, comment ça se passe? Écoutez, je pense que tous ceux qui étaient contre l'Iran doivent faire contre bonne fortune, bon cœur aujourd'hui, parce que l'Iran est un interlocuteur incontournable si on veut régler le problème de l'Irak, et du Liban, le problème du Liban, évidemment, avec le Hezbollah, et surtout le problème de la Syrie et le problème de Daesh. Donc, à partir du moment où il y a eu un accord sur le nucléaire iranien, l'Iran redevient fréquentable et on a besoin de l'Iran. Les États-Unis en ont besoin et l'Occident, d'une manière générale, en ont besoin pour amener un peu de stabilité dans cette région. On en a bien besoin. Merci beaucoup. Je vous en prie. Wassim, on va parler avec vous de la conférence annuelle sur la sécurité de Munich. C'est ce rendez-vous annuel qui est censé être européen, mais qui ouvre la porte aussi à plusieurs personnalités internationales, puisque je disais en titre que les chefs de diplomatie américaine et russe seront là, John Kerry, Sergei Lavrov, et pas que. C'est la 52e édition. Et le début sera le top départ avec le discours de l'entrée. Donc, ça sera avec Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense français, son homologue allemande, puisqu'il sera question beaucoup de la France cette année. La France est la vedette cette année à la conférence qui est, on peut dire, Davos de la sécurité à Munich, que Manuel Valls, d'ailleurs, qui est sur tous les fronts, sera présent. Hein. Elle va peut-être voler la vedette. Oui, voilà, après avoir volé la vedette de son ministre à Davos, le ministre de l'économie, peut-être elle va aussi voler la vedette de son ministre de la Défense et Laurent Fabius aussi. En fait, à double titre cette année. Premièrement, parce que la conférence va être dominée par l'actualité, la lutte contre l'organisation de l'État islamique, le terrorisme. Et nous savons que la France a été attaquée au cœur à Paris cette année, donc. À ce titre, donc, le ministre de la Défense, le Premier ministre seront présents, ils vont en discuter. Et aussi parce qu'il y a un prix qui va être remis à Laurent Fabius pour la réussite ou le succès de la COP21. Donc la conférence cette année qui va être dominée, comme on a dit, par la lutte antiterroriste, mais aussi par la crise migratoire en Europe. Absolument. Et la question syrienne. Et cette conférence, juste pour rappeler, c'est une conférence informelle qui permet à beaucoup de rencontres dans les coulisses. L'année dernière, en été, il y avait genre 1500 rencontres en coulisses. Oui, il y a beaucoup de rencontres bilatérales. Et puis aussi, c'est l'occasion d'échanges, des fois c'est très, très sévère devant les médias. On se souvient que Vladimir Poutine a choisi cette tribune en 2007 pour annoncer un tournant dans sa politique étrangère et avec son discours de 2007 qui est connu contre notamment l'Empire américain comme
Vladimir Poutine l'a appelé. Cette année a été invité, mais il envoie son Premier ministre. Alors, justement, c'est aussi l'occasion de régler d'autres dossiers de manière informelle, etc. J'ai parlé de Lavrov et de Kerry qui seront présents, mais pas que, parce qu'il y aura des représentants iraniens, des représentants arabes. C'est aussi l'occasion, au lieu d'attendre une réunion à Vienne, de discuter de la Syrie en fait, à Munich. La veille de la conférence de Munich, le 11. Le 11, c'est la veille, parce que la conférence est ouverte le 12. On a décidé d'organiser, après la suspension des négociations à Genève, une réunion de groupe de Vienne. Les 17 États qui s'est réunis 2 fois à Vienne et 1 fois à New York pour, justement, on l'appelle aujourd'hui le groupe de soutien pour la Syrie, pour voir avec l'émissaire spécial de Mistura qu'est-ce que s'est passé à Genève et qu'est-ce qu'on fait pour reprendre les négociations. Les dernières infos disent que c'est à Munich qu'on va décider si on retourne à Vienne, dans quelles conditions, est-ce que ça va être avec les mêmes délégations? Apparemment oui, il n'y aura pas de nouvelles invitations, ça va être le même format, mais c'est là que ça sera discuté et débattu, quoi. Voilà. Donc on attend avec impatience peut-être le communiqué de Munich cette fois-ci, qui va annoncer la suite de Genève, s'il y aura suite en tout cas. Pour l'instant, on parle de 25 février, mais on va voir qu'est-ce que va être décidé. Mais encore une fois, la conférence de Munich, c'est un espace informel pour discuter de beaucoup de choses et de manière pas très engageante. Juste en quelques mots, la crise migratoire, les attentats terroristes, etc. Est-ce que tout ça n'a pas un peu isolé l'Europe? Est-ce que l'Europe, aujourd'hui, arrive encore à peser sur le plan international? Mais on sait très bien Est-ce qu'on n'est pas dans un repli quelque part pour se défendre? Il y a notamment après tout ce qui s'est passé en Europe, en Allemagne notamment, à Cologne, et comment ça a été retourné contre la politique d'Angela Merkel qui était très accueillante à l'égard des réfugiés. Mais Bruxelles, de manière générale, arrive donc à peser Bruxelles, encore? on voit qu'il y a des questionnements aujourd'hui sur le repli identitaire dans les pays européens, mais aussi les relations de l'Europe et de Bruxelles avec les États tiers, notamment la Turquie, qu'aujourd'hui, on a vu à Londres, par exemple, qu'on accorde des milliards aux pays voisins pour tenter de garder des réfugiés, notamment syriens, dans ces pays et ne pas laisser ces gens venir en Europe. Donc, c'est une question essentielle en Europe aujourd'hui et qui va dominer le débat à Munich, certainement. Merci beaucoup, Wassim. Merci encore à vous, Thaufir, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec le même plaisir la semaine prochaine, à la même heure, sur France 24. En attendant, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Bon week-end.